Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, anciennement critérium du Dauphiné pour les nostalgiques, qui s'est couru la semaine dernière et remporté par Isaac Del Toro, le Mexicain, qui venait là pour la première fois sur cette course et qui s'est imposé devant Luc Tequel et Juan Ayuso. Une course qui a été marquée notamment par la chute samedi de Paul Sexas, qui a été contraint à l'abandon sur la dernière étape. On va donc prendre le temps bien dans ce podcast de revenir sur ce qui s'est passé globalement sur cette semaine au Tour Auvergne-Rhône-Alpes et les enseignements que l'on peut avoir en vue du Tour de France, notamment concernant Paul Sexas. On va voir ça avec notre équipe du jour, je vais vous la présenter. On est avec Johan déjà pour commencer. Salut Johan. Bonjour tout le monde, bonjour Mathieu. On est aussi avec Mickaël. Salut Mickaël. Salut Mathieu, salut à tous. Et bien voilà, avec tout ça, vous avez le programme. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors on va donc commencer par revenir sur ce qu'il s'est passé dans l'ensemble sur cette course avant de regarder le classement général à proprement parler, parce qu'il n'y a pas eu que le classement général, on a eu plusieurs victoires d'échappées notamment, mais je vais pas aller trop vite en besogne, je vais vous laisser parler, messieurs. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes Est-ce que pour vous c'est un bon cru? Est-ce que ça a été une bonne édition? C'est certainement une bonne édition, c'est un bon cru. C'est une course dont le côté mémoriel de est-ce que c'est une grande course ou pas serait peut-être à voir à l'aune de la carrière de Sexas ou de Del Toro. Mais en tout cas, sur le côté, tous les jours on a eu des belles étapes. Tous les jours, on a eu des choses intéressantes, des coureurs différents qui se sont exprimés, qui ont donné des choses différentes, qui ont donné du beau cyclisme, des belles images, un petit peu de côté un peu narratif, journalistique intéressant avec la journée de Sexas à chasser derrière le peloton, ou des choses, ou l'échappée de 10 qui réussit à battre les sprinters. Ou l'échappée de 60 vendredi vers Crévolan. Ouais, mais alors, ça en vrai, ça arrive pas relativement souvent quand même, le coup en montagne qui a un demi-peloton qui se barre. Oui. Mais en tout cas, l'échappée qui a été justement chouette pour le fait de replacer Tuckwell au général et que après, en fait, la fin des dernières étapes, on n'était pas complètement sûr de ce qui allait se passer et du résultat final, ou si un des gros favoris allait gagner. Plein d'incertitudes comme ça qui ont malheureusement un peu capoté le dernier jour, où on est tombé dans un schéma un peu plus classique de l'équipe AE qui fait son train et le coureur AE qui met une minute à tout le monde. Qui fait qu'il n'y a pas le beau final que le Dauphiné a souvent pu donner sur les dernières étapes. Il aurait fallu avoir, enfin, le scénario rêvé, ça aurait été Sexas qui fait tout péter premier col et c'est le bazar. Mais du coup, comme il n'a pas pu se remettre de ses blessures, On n'a pas pu le voir essayer ça en tout cas. il n'a pas pu le voir essayer ça. Mais en tout cas, c'est une très belle semaine. Je pense que c'est peut-être la meilleure course d'une semaine chez les hommes pour l'instant cette année. Je n'ai pas toutes les courses en tête, mais c'est possible. Et en tout cas, une vraie belle course de gazier, engagée, du beau cyclisme. Oui, il y avait de l'incertitude, étape par étape, et puis aussi peut-être le côté d'avoir Luc Tequel en jaune. Est-ce que peut-être qu'il y a un moment où tu t'es dit peut-être ça peut le faire pour la victoire? On sait que c'était juste. Mais je pensais qu'il allait perdre plus que ça le dernier jour. Donc, mine de rien, il a quand même fait que Del Toro sorte une perf monstrueuse niveau Vingegaard sur le Tour d'Italie pour qu'il puisse passer devant. Donc, je pensais qu'il restait moins que ça. Et en tout cas, c'était très beau à voir sa gestion sur les derniers jours. Et, enfin, je suis content qu'il ait eu cette échappée et qu'il ait pris du temps et que ça ait pu donner ce final aussi intéressant et qu'il n'y ait pas juste le côté ah bah Del Toro il est parti, il a gagné le général. Non, en fait, il y a la lutte aussi pour les différentes places. Où est-ce qu'il y a Jorgensen, où est-ce qu'il y a Ayuso, il se place, qu'est-ce qui se passe, le côté résurrection un peu d'Ayuso qui se remet à faire des belles choses en montagne. Enfin, franchement, plein d'équipes à suivre où on a eu des choses intéressantes.
que ce soit dans le bien ou le pas bien. Par exemple, tout le drama chez Ineos, c'est super aussi, mais c'est pas forcément positif pour l'équipe, mais en termes de spectateurs, c'était super chouette à suivre. Ouais, la course avait bien commencé. La première étape, Only, Vauclin prennent 12 secondes au reste des favoris outsiders, et derrière, C'est vrai que tu te mets enfin, en gros, aux trois quarts du chrono par équipe, tu dis non, mais Vauclin, il va faire une super semaine, ça va finir sur le podium, machin, tout ça. Onley, il va être bien aussi, et tout. Et puis après, ouch. ouais, c'est Sam Watson qui déraille, Oscar Only qui déraille, puis après la chute d'Oscar Only, puis Kevin Vauclin qui perd 12 minutes sur les deux dernières étapes. Compliqué. C'est, Carlos Rodriguez qui fait une semaine pourrie, mais le dernier jour, il est très bien, tu sais pas trop pourquoi, mais ouais, c'est un peu une énigme lui aussi. Donc il y a pas mal de choses. Mais en tout cas, du positif. Je note, c'est bien d'avoir ça. C'est bien de dire aussi qu'on a des chouettes courses. C'est important. Mickaël, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes, Dauphiné, appelez ça comme vous voulez? Un très bon cru, puisqu'il y a eu de l'animation tous les jours, des scénarios qu'on pouvait pas spécialement envisager, notamment sur les étapes destinées entre guillemets aux sprinters, parce qu'à l'arrivée, il y a eu qu'un seul sprint pour la victoire. Puisque deux échappés ont pu aller au bout, Baudin notamment en solitaire. Non, ça n'a pas de rapport. Mais c'est une échappée certes, mais c'est pas au sprint, qui ne devait pas finir par un sprint. Mais déjà dès la première étape, on a vu quelqu'un qui a gagné en échappée. Puis ensuite sur les étapes théoriquement pour les sprinters, donc un seul sprint massif sur 3 étapes prévues. On a eu l'étape de vendredi. Qui a replacé beaucoup de monde au général et qui a foutu un peu le bazar dans la course. Et après, on a eu le dernier week-end, le samedi et le dimanche. Bon, même si c'est Del Toro qui gagne les 2 fois, mais c'était plutôt pas mal ce Dauphiné. C'est vrai que justement, par rapport à là, cette étape de vendredi, vous avez pas mal parlé, Johan Michael, du fait que ça a replacé notamment Luc Tuckwell, mais pas que lui, hein, en effet, puisqu'on a eu, par exemple, un Tobias Johannesson, si je me trompe pas, qui avait pu se replacer au général grâce à ça. On a eu quand même une échappée très conséquente, et seulement l'équipe Decathlon CMA-CGM qui avait roulé en tête du peloton en faisant décrocher un ou deux coureurs qui étaient présents dans le groupe de tête. Est-ce que il n'y a pas des équipes comme UAE ou Lidl Trek qu'on attendait pour le général, qui ont peut-être un petit peu joué avec le feu sur cette journée-là? Après, vous pouvez dire, eux, ils ont personne devant, de dangereux. Ils se sont dit, c'est soi-disant, c'est que ça, c'est toi le favori. Maintenant, ton équipe va assumer toute la course. Bon, après, c'était un peu ambitieux parce que quand même, plus de 50 coureurs devant, même si tu as une équipe qui peut être bonne derrière, ça fait beaucoup quand même. Hein. Oui. Au bout d'un moment, faut pas forcer, quoi. Hein. Et puis surtout, ce que je retiens de cette étape, c'est que on a eu un scénario pareil sur entre guillemets sur Liège-Bastogne-Liège, mais il y avait un énorme favori devant, donc ça a un peu ceux qui étaient avec Evenepoel à l'époque, c'était peut-être un petit peu dit bon, peut-être pas non plus l'amener. Tandis que là, vu qu'il n'y avait pas entre guillemets d'ultra favoris, du coup beaucoup les équipes surreprésentées, elles ont roulé à fond sans arrière-pensée. Elles se sont dit on a une occasion en or de jouer l'étape, on peut même faire un très gros coup au général, donc du coup ils ont tout roulé et du coup il n'y a qu'à voir, hein, Isaac Del Toro et Sexa ils sont à plus de 3 minutes, hein, donc et ça aurait pu même encore faire plus cher, hein, donc cette étape là était folle à l'arrivée et Luke Tuckwell, bon je vais pas mentir, je le connaissais pas trop, il à l'arrivée il prend le maillot jaune et il passe pas bon, même si le dernier jour Del Toro a été impressionnant, il fait quand même deuxième du Dauphiné, hein. Franchement, l'annoncer il y a une semaine, bon, je pense que personne ne l'aurait cru. Oui, certes, il avait fini 6e du Tour de Romandie il y a un mois, un peu plus, mais de là, le voir finir devant Juan Ayuso, Matteo Jorgensen au classement général final d'un Tour Auvergne-Rhône-Alpes Critérium du Dauphiné, il y avait quand même un sacré gap. Alors, grâce à l'échappée, en effet, mais voilà, c'est vrai que on l'a vu, on l'a découvert, il s'est découvert peut-être un peu aussi. Et pour le côté symbolique, en regardant en arrière, ce que je trouve
particulier entre guillemets, c'est que même au sein de la Red Bull Bora-Hansgrohe, on comptait pas, enfin on l'imaginait pas, en tout cas viser aussi haut, parce que sur le chrono par équipe, Maxime Van Triels et Daniel Felipe Martinez ne l'avaient pas attendu. Alors certes, il ne perd que 15-20 secondes de plus que ses deux équipiers, mais sur le côté symbolique, ça montre que voilà, tu vas essayer de faire le temps mieux, mais on va pas miser sur toi, on joue l'étape sur le chrono. Van Gils s'est rattrapé sur le dernier jour. Oui, ah, après sa comporté un victoire peu. d'étape, c'est bon, il pouvait, il pouvait aller chercher, il pouvait aller aider Luke Tocqueville. C'est vrai que sur cette étape de Cré-Volant, même la Red Bull, pas mal donné, parce que Luke Tocqueville avait roulé pour le général, plus Van Dries pouvait se reposer un peu, entre guillemets, et gagner l'étape, et après le dimanche, hop, on inverse. C'était costaud. Donc, si on regarde un petit peu dans l'ensemble, sur la note un peu globale qu'on pourrait mettre à cette course, à cette semaine, par rapport aux éditions récentes, c'est quoi? C'est la meilleure depuis combien de temps de ce meilleure édition depuis combien de temps de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes Critérium du Dauphiné? Peut-être la meilleure édition depuis qui est un peu une édition un peu à l'inverse, où il y avait une très belle dernière étape et une semaine un peu plus monolithique, qui est édition 2020. Pinot qui perd le dernier jour, le maillot jaune. Et encore, ça a été bien Sinon, aidé par l'abandon de Primoz Roglic avant le départ de la dernière étape. si tu veux, on peut faire l'argument que ça a été bien aidé cette semaine par l'abandon de Texas aussi. Hein. Oui, non, Sinon, peut-être mais que Sexton. je dis pas le contraire. Après, bon, Paul Sexas, du coup, ça a fait l'effet que entre guillemets sur les deux dernières étapes. Et ça aurait pu être encore plus intéressant avec lui. On sait pas. Je sais pas. Après, c'est compliqué à comparer parce que ce qui va être le problème de cette édition aussi, c'est que c'est les étapes individuelles qui sont belles. Plus que si tu regardes le classement final, tu t'oublies tu vas te souvenir que Del Toro a dominé la course et tu vas un petit peu oublier que ça a été un peu plus, enfin, Tocqueville, je sais pas si on s'en souviendra exactement de la même manière dans quelques années. Il y aura toujours des gens qui s'en souviendront de la même manière que moi, par exemple, je me souviens de TJ Van Garderen qui a fait gagner le Dauphiné face à Froome. Et je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont oublié, ça, par exemple. Voilà. Ouais. Exactement, Parce je que, vois ta tête. alors, je me souviens qu'il avait fait un truc quand il était chez HTC en 2011, mais Froome, ça devait pas être, pas être face à lui cette année-là. Non, je crois que c'est BMC. Il y a une Ok. année où je crois qu'il est leader jusqu'à un jour, 2 jours avant la fin, et puis après, Froome, enfin, décolle et après il le fume. J'ai plus l'année en tête, hein, par contre. Hein. En 2015, il est leader avant la dernière étape. Ah oui, voilà. Donc, voilà, après, chacun, enfin, c'est ce que, comme la même chose que ta réaction, du coup, c'est chacun aura le souvenir de la course par rapport à ce qu'il a préféré, par rapport au coureur qu'il préfère. Les fans de Quinn Simon, je pense qu'ils se souviendront de sa victoire d'étape parce que ça c'est même quand le groupe de 10 coureurs qui se roulait à fond jusqu'à l'arrivée, et, même un coureur qui se dit bah tant pis la victoire d'étape, je m'en fous, à 1 km et demi d'arrivée qui je vais emmener tout le monde comme ça moi le peloton revient pas. Ça je pense qu'ils s'en souviendront et que ça sera un moment marquant de la carrière de Quinn Simons par exemple. Donc je pense qu'il y aura plein d'éléments comme ça qui vont pouvoir ressortir de temps en temps sur cette édition qui a offert plein de belles étapes et selon la suite de carrière aussi des coureurs. Mhm. Selon, par exemple, la suite de carrière de Sexas ou de Del Toro, ça peut être un moment assez impactant dans la mémoire collective. Ou si jamais les deux font plus rien jamais sur les prochaines années, tout le monde va un peu ça va passer un peu à l'as, quoi. T'aimes bien proposer des scénarios très alternatifs, on va dire. Alors que Mais- Del Toro ou Sexas fassent plus rien les prochaines années, c'est très 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 alternatif. Ouais, mais en tout cas, déjà, on va retenir que individuellement, il y a eu pas mal d'étapes très, très intéressantes. Mickaël, est-ce que tu arriverais à à ressortir une étape du lot? Ah là, sur ce Dauphiné, il y en a pas mal, mais j'ai bien aimé la victoire de Van Gils avec l'échappée à, je sais plus 60, je crois, parce que c'est vrai que les chiffres variaient, etc. Avec les équipiers qui se défoncent dans la vallée avant les deux dernières montées pour tenir tête au peloton. Et ensuite, dès la première montée, il y en a tellement qui ont tout donné que ça explose de partout. Et ensuite, le suspense pour la victoire d'étape, franchement, cette étape-là, elle était folle. Johan, si tu devais retenir une étape en particulier, ça pourrait être quoi? Moi, le Puy-en-Velay, parce que vraiment les étapes longues, ça manque. Et les étapes où tu vois les coureurs finir
dernières bosses ont échappé un par un, vraiment tout le monde est à la limite et plus personne n'a plus rien dans les pattes. Dès que tu veux attaquer, t'es obligé de sortir tes tripes. C'est un absolu plaisir et c'est vraiment ce qui manque actuellement dans les grands tours, par exemple, de ces espèces de courses d'endurance absolue. Enfin, là, ça, c'est vraiment beau à voir. C'est vrai que 234 km, on l'a plus souvent, ce genre d'étape. Non, et puis C'est... un beau profil dur et puis vallonné, mais pas trop dur. Et puis Mhm. comme ça, t'as plein de profils un peu différents qui peuvent venir s'exprimer. Enfin, c'était une vraie belle bataille dans l'échappée, même le peloton qui s'énervait, on ne sait pas trop pourquoi. Euh, Ouais, alors que le peloton était resté longtemps endormi parce qu'il y avait le chrono par équipe le lendemain, donc fallait pas trop se ouais. dépenser. Mais Puis à l'arrivée, le sprint à fond de, je crois, c'est les Bora, je sais plus, qui se dit, ouais, vas-y, on joue le top 10, on est un des 3 plus gros budgets du peloton, mais on va se foutre en l'air pour un top 10 sur le Dauphiné. Ça, c'est magnifique quand même. c'est ouais. Mais c'est vrai que ouais, il y a pas mal d'étapes individuelles qui ont vraiment été intéressantes. Je rajouterais aussi moi que j'ai trouvé intéressant le chrono par équipe. Alors pas forcément par le fait que c'était coureur un par un, parce qu'on a ça chez ASO depuis quelques années. On aura ça sur le Tour de France. Mais le parcours rendait bien et les différentes péripéties qu'avaient toutes les équipes. Van Aert qui craque très tôt, Ineos qui a eu un nombre de trucs incalculables, Stéphane Bissegger qui pète sans avoir pu prendre un relais. C'est pas mal, il s'était passé pas mal de choses intéressantes, alors que on critique souvent les contre-la-montre en disant ouais c'est chiant, c'est nul. Alors peut-être aussi par le fait qu'on nous a pas foutu des chronos live à l'écran. Peut-être que ça a aidé un petit peu aussi à garder un peu de suspense en attendant les différents chronos intermédiaires. Là, c'est le Dauphiné, ils n'ont pas de budget pour les satellites. C'est au moins on a pu voir les coureurs. Déjà. Non, mais je pense que le parcours du chrono par équipe était très bien équilibré avec le côté les bosses dans la première partie, mais un final qui est en faux plat descendant très roulant où du coup il fallait garder du monde. Donc tu es obligé de gérer dans les bosses et les bosses c'est comme des bosses roulantes donc ça permet de passer pas mal de coureurs sans forcément sacrifier les plus rouleurs. Mais de devoir rester compact, pas trop en mettre, mais après devoir quand même faire une grosse descente et du coup ça a un côté très technique sur la gestion de l'effort qui avantageait enfin, les meilleures équipes dans l'exercice. Et du coup, oui, c'est presque dommage, c'est arrivé en boss un par un qui réduit un peu le côté collectif là-dedans. Si c'est un parcours plat, limite, c'est un peu rigolo d'avoir un coureur qui arrive un par un, parce qu'en plus, il y a le côté, tu vas devoir protéger ton leader grimpeur qui a pas autant de puissance. Si t'arrives en boss, bah, tu perds un peu fait un côté rampe de lancement, quoi. Autant tu fais un prologue d'1 kilomètre comme il y avait au Giro à une certaine époque, mais sinon, c'est pas très, euh, c'est pas très vendeur. Bon, en tout cas, le parcours, il sera assez différent sur le Tour de France, hein. Là, on avait quand même deux bosses roulantes, mais quand même un peu difficile, alors que sur le chrono par équipe inaugural à Barcelone, ça sera tout plat avant la montée finale à Montjuic. Bon, encore, il se terminera encore par une petite montée finale, mais là, ça sera tout plat avant, il y aura pas forcément le même type de gestion qu'on a pu avoir sur ce Dauphiné. Avant de parler des coureurs qu'on attendait pour le classement général, est-ce que il y a un, deux, plusieurs coureurs que vous avez envie de citer, mettre en avant, que vous avez bien aimé sur cette semaine? Bah, tout d'abord, dans des genres différents, parce qu'ils ont été chercher les classements annexes, Nadav Reisberg et Clément Brazafonso, tous les deux dans leur genre ont su aller chercher le maillot vert pour l'Israélien et le maillot bleu, ça qui est bleu, pour le Français. C'est vrai que, bon, même si on pourra discuter sur le barème du classement par points, parce que bon, il fait aucun top 5 des étapes, mais il a su s'échapper et prendre sa chance. Pareil pour Clément Brazafonso, qui s'est régulièrement échappé et qui s'est battu pour aller le chercher ce maillot. Et il a eu raison, parce que Del Toro, il fait deuxième sans se battre, donc par exemple. Oui. Et sinon, j'ai bien aimé le Uno X avec la victoire d'étape de Charming, le bon classement de Johansen et le comportement dans les échappées.
quand la grosse échappée du vendredi, bah, ils sont 4-5, et ils ont roulé à fond, ils sont battus. Bon, pour leur leader, bon, il n'y a pas la victoire d'étape sur ce coup-là, mais j'ai bien aimé. Oui, c'est sûr que l'équipe dano-norvégienne, je sais pas comment on dit, mais dans les échappées, ça montre plutôt pas mal. Bon, on les verra peut-être pas forcément partir à envoyer juste le seul coureur qui partira sur les échappées publicitaires, sur les étapes plates du Tour de France. Mais quand ça bastonne, ça bagarre, il y a des trucs intéressants à jouer pour les échappées. Les UNOX sont assez souvent bien présents. Johan, qu'est-ce que tu pourrais proposer pour ajouter ou même renforcer à la liste qu'a proposé à entamer Michael? On pas envie de citer des coureurs français. Alors, Henri-François Renard-Aquin ou Henri Aquin, ça dépend comment on veut. On va dire Henri Aquin, Le, ça va le- être plus simple. Je crois que lui dit Henri Aquin. Donc bon, on va se oui, fier oui. à ça. C'est les commissaires qui lui ont rajouté des prénoms comme Pierre-Roger Latour. Euh, C'est ça, il faut pas chercher des fois. qui a fait une très belle semaine, qui a été chercher des belles places sur 2 étapes, et qui s'est révélé en tant que très beau sprinter baroudeur, gazier, et qui sera ça, Tout ce que vous qui sera au voulez. Tour de France. Voilà, gros bourrin, et qui sera certainement, enfin j'espère au Tour de France vu que Picnic ils ont pas un seul coureur qui avance. Et qui a fait une vraiment belle semaine. Il y a Matteo Verché aussi dans le même genre, coureur gazier qui a été super actif dans les échappées, qui était très chouette à suivre. Sinon après t'as plein d'autres coureurs que tu peux aller citer toute la semaine. T'as Raúl Pernia Garcia qui a fait plein de places toute la semaine sur les étapes. Il y a Christian Rodriguez chez Astana qui fait une super montée sur le dernier jour. T'as plein de coureurs. En fait, tous les jours, tu peux aller chercher des coureurs différents qui ont fait des choses vraiment chouettes. Vlad Van Mechelen qui fait une belle semaine. Après, plein de coureurs comme ça qu'on pu s'exprimer, vu qu'on a eu beaucoup d'échappées et de baroudeurs qui ont pu s'exprimer. Maxime Anguils qui fait une semaine de fou furieux. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de coureurs qu'on a pu voir bien à leur avantage se montrer avec pas mal, euh, pas mal d'échappées qui ont été soit bien remplies, soit assez variées. Guillaume Martin qui fait un top 10 À à la la Guillaume Guillaume Martin. Martin. Je crois je sais pas s'il y a un top 15 d'étapes, mais alors, Il y position a, générale, ça c'est formidable. il y a un top 15. 15e à Cré-Volant. Mais c'est vrai que c'est entre guillemets typique de Guillaume Martin, Guillonnet, il perd du temps sur les premières étapes, il remonte avec une échappée, puis il finit dans le top 10. Bon, entre José Félix Parra et Yann Castellón, mais il est quand même dans le top 10, c'est ce qu'on va retenir de le concernant. S'il nous fait la même chose sur le Tour de France, un top 10 à la Guillaume Martin, je prends. Et je pense que 9e, 10e, ça sera pas José Félix Parra et Yann Castellón. De toute façon, le top 10 au Tour de France, il va jouer à 45 minutes de Pogacar, donc t'as de l'espace après. Oui, on a vu le cas avec Jordan Jegat l'année dernière. Si Guillaume Martin Guillonnet a des jambes, il y aura moyen. D'ailleurs, en parlant de Jordan Jegat, j'espère que déjà il aura un peu de meilleures jambes et que surtout il sera pas privé de Tour de France juste parce qu'il quitte l'équipe l'an prochain. On sait que il pourrait y avoir cette envie-là du côté de l'équipe de Jean-René Berlodeau, qui serait pas forcément une première. Brian Cocker l'a déjà vu par le passé, il me semble. Bon, voilà. Après, on espère surtout qu'il y aura un sponsor pour l'année prochaine, que l'équipe pourra continuer déjà. Ça sera le plus important. On va attaquer donc à présent le classement général, en tout cas les coureurs que l'on attendait et qui se sont montrés plus ou moins, en commençant déjà par le coureur qui s'est imposé au classement général, Isaac Del Toro, qui donc remporte une nouvelle course par étape pour le Tour cette saison, lui qui avait remporté en début de saison l'UAE Tour et Tirreno Adriatico, fait 3 courses par étape pour le Tour terminé, 3 victoires. Voilà, quand le chat Pogacar n'est pas là, la souris Del Toro danse, on va dire. Mais comment est-ce que vous décririez, Johan, Michael, cette victoire d'Isaac Del Toro, victoire au classement général, avec aussi les 2 victoires d'étape au Grand Colombier et au Plateau de Solaison? J'essayais de réfléchir, je me disais, est-ce que peut-être on peut dire que c'est une victoire entre guillemets facile après que Sexas n'était plus là? Ou ça serait... vous définiriez ça autrement?
Après, toi, tu utilises le mot facile. Moi, j'aurais plus envie de dire maîtriser dans le sens où il n'a pas eu de mauvaise journée. Il n'a pas eu de moment où il était vraiment en difficulté face à l'adversaire. Peut-être le chrono par équipe, mais c'est un peu différent. Euh, et il a eu une très bonne dernière journée qui a fait qu'il y ait des écarts assez importants face à ses adversaires, mais qui ne représentent pas forcément sa semaine. Où il a été un coureur plus dans le lot parmi d'autres qui était à chaque fois avec un petit cran au-dessus pour pouvoir prendre quelques secondes, pour pouvoir prendre les bonnes, enfin, pas les bonifications parce qu'il n'y en avait pas, et de pouvoir aller chercher l'étape au Grand Colombier et quelques accessides dans ce style. Et après, effectivement, le dernier jour, une grosse montée qui fait qu'il y a des écarts un peu plus nets, mais c'est pas une course qu'il a écrasé comme Pogacar ou Vingegaard ont pu écraser ces dernières années sur certaines des courses pas d'une semaine ou de 3 semaines. C'était plus équilibré, c'était plus dosé, c'était plus réfléchi aussi. Enfin, il a pas fait une course de fou furieux à se dire bah je suis fort, j'attaque, je pars n'importe où. Il y aurait eu Pogacar, c'était sûr que le premier col de la première étape, il attaquait dedans, par exemple. Là, il restait dans le peloton, être beaucoup plus sage. Même quand Ayuso s'énerve à la fin de l'étape pour rouler sur les Ineos, c'est pas, enfin, il est en retard. Donc, il y a eu quelque chose de plus contrôlé qui fait que l'impact sur la semaine n'est pas forcément celui de quelqu'un qui a écrasé la course, mais c'est quelqu'un qui a été plus fort que les autres. Oui, c'est sûr qu'en termes de domination, ça change de Vingegaard, Pogacar, qui peuvent mettre 2 minutes sur une arrivée au sommet, et 6 minutes au général, même en une semaine. Là, euh, là c'était un petit peu moins ça pour Del Toro, qui a mis une minute au plateau de Solaison, mais avant, après l'étape du Grand Colombier, il était encore juste derrière Matteo Jorgensen et avec 15 secondes, 17 secondes d'avance sur Ayuso au général. Alors certes, il avait perdu du temps sur le chrono par équipe, mais ça montre que c'était pas vraiment non plus aussi plié à l'avance en effet. Michael, toi, comment est-ce que tu décrirais cette victoire d'Isaac Del Toro? Oui, c'est effectivement maîtrisé. C'est vrai que le ressenti, c'est vrai que sur la dernière étape, fait qu'on pourrait croire qu'il a gagné que plus d'écart que ce qui est à l'arrivée. Mais après, il suffit de voir. Hein, il gagne le samedi et le dimanche. Et le vendredi, quand il gagne pas, il finit le meilleur des favoris avec Texas. Donc, c'était indiscutablement le plus fort de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Ça, j'allais dire ce Dauphiné, mais c'est vrai que ça a changé de nom. Ouais, tu peux dire, hein, le naming des fois. Du coup, oui, c'était le plus fort, il a gagné. Après, peut-être qu'il a fallu quand même la dernière étape sortir un gros numéro parce que bah, les restes de l'étape du vendredi, bah, fallait quand même rattraper Tuckwell, hein, fallait quand même lui mettre un écart. Donc, il a fait le boulot. Et après, bon, bah, Del Toro, voilà, hein, tu as dit tout à l'heure, hein, 3 courses par étape pour retour terminé, 3 victoires 3 victoires au classement général, avec en plus 5 étapes, donc il profite de ce qu'on lui laisse quand il est leader chez UAE. Et pour l'instant, bon, on met de côté le Tour du Pays Basque où il avait dû abandonner sur chute. Sinon, course par étape, ça fait, en tout cas sur celle qu'il a terminée, 100% de réussite. Déjà aussi, petite progression par rapport à l'année dernière où il avait laissé filer le Giro à Simon Yates dans le Finestré. Là, il a davantage géré, maîtrisé la course. Et c'est vrai que, aussi, par rapport à la façon qu'il avait de courir, quand je suivais l'étape de samedi, de voir Juan Ayuso partir, Isaac Del Toro prendre du retard, puis revenir ensuite a posteriori et dépasser Ayuso ensuite sur la fin, est-ce qu'il n'y a pas un côté où Del Toro, pardon, a fait un peu une tactique de Joao Almeida, c'est-à-dire faire un peu diesel et lisser l'effort et pas se mettre dans le rouge et revenir de l'arrière? Est-ce que c'est pas aussi dans ce côté-là qu'il y a la maîtrise dont tu parlais, Johan? C'est un côté un peu plus passif Almeida, c'est vraiment l'extrême, hein, parce que c'est Oui, ça c'est sûr. c'est un peu les années caricature de Froome qui se fait décrocher au pied d'école au SRM et puis qui remontait tout le monde. Euh, c'est plus un côté un peu passif, gestion, je fais pas l'effort de trop et puis je ferai l'effort quand il y a besoin de le faire que
Je pense pas que c'est aussi réfléchi que ça. Je pense plus qu'il voulait être modéré dans ses efforts Mhm. que d'avoir. Je pense pas qu'il ait regardé une seule seconde son capteur et se dire ah là mes watts sont un peu hauts, un peu machin et tout. Il se dit bah là c'est loin. Euh, c'est en plus pour le Grand Colombier sur cette partie-là, c'est vraiment très très raide pour rien au milieu quoi. Enfin, juste coincé dans la pente. C'est un ancien vététiste. C'est gérer aussi ces trucs-là et après ça vaut le coup d'avoir du jeu à la fin pour en remettre un peu plus fort que d'avoir une gestion enfin la montée est très irrégulière donc ça vaut pas le coup d'être très régulier sur son effort et de partir vraiment tôt. Ça vaut le coup de pouvoir mettre beaucoup de jus à certains moments pour pouvoir faire des gros écarts. Ce qu'il a fait. Donc là, en soi, il y a une certaine gestion, mais je pense que c'est pas du tout le même style qu'Almeida. C'est quand même beaucoup plus nerveux et beaucoup plus sur l'impulsion du moment, une gestion un peu plus instinctive Ouais, de la c'est-à-dire course. il est grosso modo plus à se dire attends, je veux pas attaquer de suite, j'attends un petit peu, qu'un Almeida qui se dit il faut pas que je dépasse tant de watts. Il faut surtout pas que je me mette dans le rouge. Oui, c'est attends, il y a les Visma qui roulent, vas-y, c'est bon, j'ai pas besoin de me casser la tête. Ouais, voilà. Et après, si on regarde un petit peu, si on met en contexte la victoire d'Isaac Del Toro, on sait qu'il sera le principal lieutenant de Tadej Pogacar sur le Tour de France. Tadej Pogacar qui lui sera au départ du Tour de Suisse pour compléter sa collection des courses par étapes. Euh, et donc, on voit le principal lieutenant de Tadej Pogacar remporter la course d'avant-tour la plus marquante. À savoir ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que UAE, pour vous, a peut-être un petit peu marqué les esprits dans la tête des adversaires de Pogacar, ou finalement ça change pas tant que ça que, que Del Toro, on savait déjà et que oui, c'est ni une surprise, on savait qu'il était déjà à ce niveau-là et que ça change pas grand-chose. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Michael? Bah, Del Toro, on connaissait déjà. Bon, il a confirmé hein, que bon, s'il fait le Tour de France pas chez UAE, c'est un candidat au podium tranquille, j'ai envie de dire. Donc, oui, ça confirme plus que jamais que si on avait encore des doutes, bon, UAE, c'est une équipe, ils ont tant de bons coureurs, voilà. Il sera encore là, je pense, en montagne, c'est quand il restera quoi? Ça se trouve, quand il restera 5-6 coureurs, il sera encore là, hein, donc avec les 3-4 leaders qui restera, donc on connaît. Après, est-ce que Del Toro peut peut être au niveau des autres leaders, des autres équipes carrément, à savoir par exemple à Vingegaard, est-ce qu'il peut être à son niveau? Bon, peut-être pas, mais bon, il sera très fort sur le Tour de France encore, ça c'est sûr. Après aussi, si on regarde, alors il y a forcément Vingegaard qui est peut-être l'adversaire vraiment de Tadej Pogacar, mais du coup, les autres, par exemple, je pense à un Juan Ayuso du côté de la Lidl Trek, qui lui va essayer de viser une place sur le podium, qui se dit bon, je suis battu par le lieutenant de Pogacar. C'est compliqué cette histoire. Ah, ça c'est sûr que c'est Oui, mais compliqué. après, enfin, il y a toujours eu cette problématique là, ces dernières années il y a deux équipes qui sont capables de battre tout le monde, même avec les lieutenants. Donc, je sais pas si c'est vraiment très nouveau dans l'esprit des adversaires de UAE. Ah bah il y a ce coureur qui va être très fort de la même manière qu'à Almeida l'année dernière autour du 6, tu dis mon Dieu le niveau il est impressionnant, il va aller sur le podium au Tour de France. Et au final il se casse la lunette et puis il se passe pas grand-chose. Donc le fait qu'il gagne Dauphiné, ça veut pas forcément dire que sur le Tour de France il va déjà être utile à Pogacar, ça c'est pas sûr. Mhm. Et qu'ensuite il va faire un bon classement général, il peut très bien avoir un mauvais jour et puis il se prend 5 minutes et puis sur le podium t'as euh, j'ai envie de dire un nom mais je vais pas te dire non. Euh, On peut mettre pas mal de coureurs. oui oui. Non mais l'année dernière t'avais Visma qui avait gagné le Giro avant le Tour de France, tu pouvais te dire ah Simon Yates il va être super fort sur le Tour de France et puis ramasse sur le Tour de France. Euh,
c'est pas forcément indicatif de ce qui va se passer ensuite. C'est plus indicatif intéressant pour Del Toro pour la suite de sa carrière après son Giro qui était très fort et qu'il aurait dû gagner peut-être en gérant mieux et ce Dauphiné qui confirme sa saison actuelle et le fait qu'il arrive en tant que candidat au podium sur le Tour de France. Ça change pas vraiment le fait qu'il va être moins fort que Vingegaard et que l'adversaire de Pogacar c'est Vingegaard et que il y a un moment où en fait ça va s'exprimer dans des sphères que Del Toro pourra pas forcément suivre, en tout cas, j'espère. Et après UAE va être très forte, mais UAE est très fort tout le temps et UAE est toujours très très nul tactiquement, donc je sais pas si ça va vraiment impacter vraiment la course. Mais donc du coup, si je résume un peu ce que vous me dites, Michael, Johan, c'est le fait que bon, finalement, Del Toro qui gagne le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ça va pas changer grand-chose en vue du Tour de France. C'est quelque chose. On savait que Del Toro était capable de faire ça. Il a gagné. Bon, ok, ça va plus, c'est plus marquant pour lui que pour son équipe, finalement. L'équipe, c'est toujours ça de prix, hein, mais Oui, faut pas se- c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et par exemple, un truc que je trouve plus intéressant pour son équipe, c'est le train qu'ils ont fait le dernier jour au pied du col, Mhm. qui, je pense, le fait que Del Toro gagne ou pas, en fait, pour Pogacar, bon, enfin, ils s'en fout. Il est content pour lui, quoi. Il lui envoie SMS, fait cool, mec, super. Mais c'est plus intéressant pour l'équipe, je trouve, d'avoir toujours cette force collective de, en fait, au pied d'un col, elle veut tout défoncer, elle peut tout défoncer. Et c'est pour Pogacar, c'est toujours plus important. Ouais. Ce qu'on a vu l'année dernière quand Narvaez au pied de Narvaez, l'Otakam. au pied d'Otakam, parvient à lâcher Vingegaard avant que Pogacar mette son rythme. Ça, je pense que c'est plus essentiel pour Pogacar que le temps de gagner le Dauphiné. Oui, super, mais écoute, quoi, voilà. Ouais, en effet. Et si on regarde derrière Isaac Del Toro, qui donc remporte le classement général, alors le deuxième, Luc Tequel, on a déjà pu en parler. Lui, on ne l'attendait pas, donc on va pas forcément pouvoir vraiment tirer de plan sur la comète en vue du tour. D'autant plus que du côté de la Red Bull, on va plutôt miser sur Florian Lipovic et Remco Evenepoel. Je sais pas si Luc Tequel sera rodé Il pour va le Tour de arriver, il va dire, France. moi aussi, je vais être leader, et tous les autres, ils vont regarder, ils font, non, mais tu te fous de ma gueule. Toi, t'es gentil, mais Tu tu vois. seras leader sur le Sibiu Tour. Euh, mais le troisième, Juan Ayuso, qui finit troisième donc devant Matteo Jorgensen, l'Espagnol de la Lidl Trek, pointe à 1 minute 17 d'Isaac Del Toro. Euh, Qu'est-ce qu'on va retenir de cette semaine pour lui le fait qu'il finit troisième, c'est intéressant, ou alors que il est distancé sur les trois arrivées au sommet par sur la première Del Toro et Sexas, et sur les deux suivantes par Del Toro. Il est comment le bilan? Il est décevant ou pas pour Juan Ayuso? C'est un super bilan. Le fait qu'il fasse troisième, enfin, c'est particulier aux circonstances de course. Le fait qu'il soit battu par Del Toro, qui fait une perf qui est quand même très 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 haute en termes de niveau, de watts, de performance, c'est pas forcément infamant. Je trouve qu'il fait des très beaux derniers week-ends. Dans l'attitude, surtout, je trouve qu'il fait un très 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 beau dernier week-end où vraiment il était enthousiasme à l'attaque, se dire ah, je suis en course et prendre du plaisir. Enfin, sentait qu'il était content d'être là. Je trouve que c'est une très belle semaine pour lui. Je trouve qu'il s'est très bien relancé après des dernières années où c'était quand même plus fluctuant, où certes, tu peux avoir des grosses performances, enfin, il a gagné Tirreno quand même, mais où c'était un peu, je trouve, plus laborieux dans l'attitude, dans le comportement en course. Là, je trouvais qu'il enfin, il était très chouette à suivre. Je trouvais qu'il a fait un très très beau duo avec Skelmose toute la semaine. Là où on s'attendait, enfin, beaucoup de monde pronostiquait que les deux allaient se tirer dans les pattes. Au final, l'association a très très bien marché. J'ai même vu des gens comparer ça avec Ineos, où au final c'est plus dans le genre d'équipe où ça frictionne beaucoup. Euh, mais Skelmozo qui se met enfin, sans aucune gêne au service total de Ayuso. Ayuso qui se dit bah j'ai envie d'attaquer, là j'ai envie de gérer la course, qui met ses équipiers à rouler, même loin dans une étape parce qu'il a envie de prendre la course en main. Je trouvais que c'était une très bonne semaine pour lui. Après qu'il ait pas de niveau qu'il soit limité à un certain niveau, ça c'est autre chose, mais c'est son niveau de base aussi. Je trouve que c'est très engageant au vu du Tour de France pour moi. Donc
très négatif dans ma question, on va dire, du coup, pour toi, Johan. Mais après, c'est vrai qu'aussi, on peut rappeler, et c'est important concernant Juan Ayuso, qu'il a eu un début de saison pas facile. Certes, il y a eu la victoire autour d'Algarve, mais derrière, on se rappelle de la chute à Paris-Nice, qu'il avait contraint à l'abandon, alors qu'il avait le maillot jaune de leader. Il avait essayé de revenir sur le Tour du Pays Basque, mais il n'était pas au niveau, il n'avait pas terminé la course. Euh, Là, il est peut-être pas à son meilleur niveau, mais on est sur une pente au moins ascendante en tout cas, ça oui. Il faut pas normalement. Enfin, je sais que c'est plus trop cette année. Enfin, ces dernières années, c'est à la mode d'être au son meilleur niveau très vite, mais Dauphiné, t'es pas censé être au niveau que t'es au Tour de France. Hein. Surtout vu la gueule du Tour de France où il faut surtout être là la dernière semaine. Donc c'est Oui, oui. Enfin, peut-être un autre point positif à rajouter à Juan Ayuso, en effet. Mickaël, toi comment est-ce que tu juges Juan Ayuso sur cette semaine? Très bien. Moi, si on avait fait pronostic, pour moi, c'était, tu pouvais viser le podium. Je voyais pas gagner. Parce qu'il faut pas oublier que, bon, certes, il a gagné le Tour d'Algarve, mais Paris-Nice, il le finit pas. Le Pays Basque, il le finit pas. Donc finalement, c'est seulement sa deuxième course par étape qui finit de la saison. Donc c'est difficile d'espérer beaucoup mieux. Franchement, c'est une très belle semaine. Ça a monté en puissance. Après, il fait deuxième les 2 fois cette semaine, donc ça prouve bien que c'était entre guillemets le deuxième plus fort. Mais bon, après, il y a Tequel qui a su s'incruster là grâce à son échappée. C'est pas mal. Et puis effectivement, comme le disait Johan, Skelmose, très bien, parce que c'est vrai on pouvait douter en début de saison, vu les déclarations de l'année dernière, Skelmose sur l'arrivée d'Ayuso. Bah, en tout cas, il s'est mué en équipier et c'était bien. Et après, dans le reste des coureurs qu'on attendait, en tout cas, pour jouer le classement général, en vue notamment du Tour de France qui arrive dans 3 semaines, voyez, on peut mettre un peu 2 catégories, ceux qui ont marqué des points, qui ont pris confiance en eux, et ceux qui ont peut-être un peu plus déçu. Déjà, la première catégorie, qui pour vous a marqué des points, pris confiance en vue du Tour, aussi bien pour un coureur que pour une équipe, hein. Ça peut être assez vaste. Qu'est-ce que vous auriez envie de citer? bon, un peu tout le monde. À part un coureur et une équipe pour moi, mais sinon, je trouve qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont montré un haut niveau et qui, je pense, ont fait plaisir et qui peuvent avoir confiance comme ça sur leur capacité à grimper ou à être fort pour le prochain Tour de France. Que ça soit chez Uno X, que ça soit chez Bora, que ça soit chez Lidl Trek, que ça soit chez Movistar Utebro qui fait une super semaine. Caroual, c'est pas forcément les cours du Tour, mais qui a fait une super semaine. FDJ qui a fait une super semaine. T'as plein de coureurs comme ça qu'on fait d'équipes comme ça qu'on fait des très belles courses. Picnic qui a existé dans une course, c'est fou, c'est incroyable. Euh, je trouve qu'il y a plein d'équipes comme ça qui peuvent avoir confiance, qui se disent bah on est prêt, on a des coureurs en forme, on va pouvoir faire des choses après sur les prochaines échéances. Et je trouve que enfin, on parlera des négatifs après, mais je trouve que beaucoup de monde a pu trouver sa place vu que ça a été varié et qu'il y a beaucoup de monde qui a pu s'exprimer, trouver sa place et se dire bah oui on est quand même bien et on va faire des choses bien après sur le mois de juillet. Ah bah voilà. Ouais. On continue dans un podcast positif, feel good, j'aime ça, j'aime cette vibe, ça presque envie de dire que ça change de d'habitude, mais Voilà. Si tu veux, on va parler de Vauclin dans 2 minutes. Là, le feel good, il va être. je vais d'abord laisser Mickaël parler des points positifs de ceux qui ont pu marquer des points sur ce Dauphiné. Bah, outre, j'ai envie de dire ceux qui étaient attendus, bon, Del Toro, Ayuso, etc. Skelmose, bon, malgré tout, sera qualifié comme 6e, c'est correct. On sait que Cararura, 9e et 11e, c'est vrai que c'est, bon, ça paraît pas exceptionnel comme ça, mais c'est vrai que bon, on peut, je sais pas si ces coureurs-là iront sur le Tour de France, mais bon, on espère, quand on voit ce genre de résultats, qu'ils pourront nous animer les étapes de montagne sur le Tour de France, vu qu'ils seront un peu là pour ça. Après, effectivement, ça fait un peu bisounours, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que qu'il y ait de gros ratés. Tout le monde a un peu, s'est un peu montré cette semaine, donc c'est vrai que là comme ça, je vois pas trop de ratés. Bon,
Sauf un, évidemment, qui est assez évident. Mais bon, Eh ben allez, on va y aller, on met les pieds dans le plat. mais bon. Qui a envie de commencer? Johan, Michael? Est-ce que, Johan, tu t'as déjà name drop Kevin Vauquelin? C'est un peu plus la Ineos en général, parce que forcément, Ondelec qui se casse la figure et qui se fait mal, ça aide pas non plus. Carlos Rodriguez qui perd du temps sur certaines étapes, ça aide pas non plus. Donc il y a un côté général où les grimpeurs chez Ineos sont quand même passés complètement à côté. Surtout en repensant aux déclarations de Vaucla après le contre-la-montre par équipe de « Ah, c'est scandaleux d'attendre Ondelay. » Bah, oui, ouais, c'était bien d'attendre Ondelay du coup, puisque t'étais pas au niveau. Ouais, Kevin Vauquelin, j'ai noté sur les 2 dernières étapes de montagne, il perd 12 minutes 15 sur Isaac Del Toro. Il perd davantage de temps que. J'ai noté, il est derrière Lars Kraps, Clément Berthet, Ramsès De Bruyne par exemple. Super semaine de leur scraps d'ailleurs, mais bref. Euh, Mais donc ça a été une course mais compliquée pour Kevin Vauquelin qui a fini. Oscar Onley était le co-leader au non, départ mais oui. et a En chuté fait, sur l'étape de Crévolan et je crois que c'est luxation, luxation de l'épaule, donc il sera pas sur le tour. Ça aussi le c'est un coup truc avec dur la pour semaine de des. Vauclin, c'est que ça ressemble aux semaines qu'il faisait chez Arkea quand on disait ah peut-être qu'il va jouer le général et en fait non. Parce qu'il craquait en montagne, ça ressemble un peu à ces choses-là. Et alors que là, on pensait qu'il était définitivement passé sur le côté leader de course par étape, capable de performer en montagne. Donc c'est ça qui pose question aussi de est-ce que c'est juste un passage à vide sur le Dauphiné ou est-ce que l'année dernière c'était un peu une anomalie. Euh, donc c'est plus cette question-là en fait et le fait qu'il était assez vocal dans ses interviews qui fait que c'est un peu plus marquant. Après c'est pas une semaine, enfin il est pas à la rue non plus, c'est pas infamant du tout. Mais du coup, ça fait dire que Ineos faudrait qu'ils foutent tout sur Dorian Godon au Tour de France, parce que c'est le train de Dorian Godon qui est le plus en forme. Et puis Et Barcelone, Terling, les Simoetton, voilà, Barcelone, il connaît. voilà, c'est chez lui. All in sur Godon au Tour de France, et là, tu lanceras bien. Euh, Surtout qu'il finit fort sur la dernière journée en montagne, je sais plus, il finit top 40, top 30, je sais plus. 47e précisément. Mais voilà. Donc après, il y a Ineos, il y a Jorgensen qui a montré quelques signes de faiblesse, qui pour le coup, lui, ça peut être un peu... le fait que Del Toro soit bien, c'est pas forcément... ça change pas forcément grand-chose dans l'esprit de tout le monde, mais par contre que Jorgensen ne soit pas bien avant le Tour de France, ça te donne quand même des signes à UAE de ah la Visma est globalement forte, mais peut-être que si on pousse fort les curseurs en montagne, ils seront pas là, ce qui peut poser question. Donc ça, c'est les deux grosses déceptions. Et puis Tudor qui fait une semaine catastrophique aussi, mais ça c'est autre chose. Michael, qu'est-ce que tu dirais pour le côté un petit peu déception sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes? Bah, Vauquelin, c'est. En fait, c'est surtout, voilà, ça c'est le boomerang de sa déclaration après le contre-la-montre, quoi. Forcément, derrière, on attendait mieux qu'une 15e place finale, quoi. Donc, il a pris cher sur les dernières étapes. Donc, c'est un peu une déception à ce niveau-là. Après, c'est vrai que côté coureur qui a vraiment raté, bon, c'est vrai que j'ai deux. Oui, Jorgensen, c'est vrai que ça a été un peu difficile la dernière étape, ouais, mais après, bon, fait comme 4e, merci. C'est là que le contre par équipe l'a pas trop plombé. Donc ça c'est bien. Après, en, en, en termes de points pur UCI, moi j'aime bien les chiffres. Bah, bah la Soudal fait 0 sur les étapes. Donc Ah oui, c'est vrai. c'est la seule équipe qui fait 0. Bon, mais allez, 20 points au général de Paré Peintre et Rideau. C'est vrai que ça change d'habitude voir Picnic dernière dans ce genre de classement. Bon, après, Picnic est sauvé par Aquin qui fait 60 points sur sa 2e place aussi, parce que sinon c'était pour eux, évidemment. C'est vrai Faut ça. pas exagérer. Faut pas exagérer. Mais c'est vrai que pour Et, Picnic, on a au moins Henri Aquin qui a réussi à bien se montrer et faire des bons résultats, alors que du côté de la Soudal, il y avait Valentin Paré-Peintre, mais qui a pas réussi à mener à bien ses tentatives dans les échappées, pas réussi à suffisamment se montrer. Je pense que le truc qui est assez marquant sur la Soudal, c'est leur contre-la-montre par équipe. Où il y a Mhm. quelques années, c'était comme une équipe référence, et là, ils passent pour une équipe de 3e zone qui a rien dans le ventre, quoi. C'est quand même assez terrible.
Après, oui, c'est aussi dû à la composition de l'effectif. Il y a des années, ça gênait pas, hein. Enfin, là, enfin, normalement, un Steph Kras, Laurie Van Nantes, Pascal Encorn, ça peut rouler, hein. Enfin, Ethan Netter, ça roule, hein. Oui, Ethan Hayter, oui. Je veux dire, ils se font battre par une équipe où il y a Rudy Mollard et Quentin Paché, Clément Ouais. Berthet. C'est pas le Guillaume Martin qui a battu la Soudal sur la contre-la-montre, quoi. Enfin, Ouais, pardon, bon, il y a mais 42 centièmes aussi, c'est pas long. Mais Après, c'est vu, vrai que c'est après, vu que les temps sont pris sur le premier, Guillaume Martin Guillonnet finit dans le même temps que Valentin Paré-Peintre. Si on va par là. Mais bon, après, oui, voilà, c'est un des exemples qui montre un peu que la Soudal Quick-Step, c'est plus tout à fait l'équipe d'antan. Euh, et justement, d'ailleurs, je vois là sur ce classement du chrono par équipe, juste devant Soudal et Groupama, il y avait Bahrain Victorious, que je rajouterais peut-être à votre liste des déceptions un peu de la semaine, avec pas l'impression de les avoir vraiment vus, si ce n'est d'avoir Santiago Buitrago qui abandonne le dernier jour sans avoir vraiment réussi à se montrer. on a vu Vlad Morikelen et il y a eu Bose qui a fait des Oui, places, mais il y avait Van Mechelen en effet, mais c'est vrai c'est vrai que le côté général montagne, c'est pas ça, hein. on aurait pu attendre quelque chose de Buitrago ou Bilbao. Ça n'a pas été le cas, en tout cas. On va à présent aborder le sujet que beaucoup attendent, j'imagine, et qui est le titre de ce podcast, Paul Sexas. Paul Sexas que beaucoup de monde attendait avant le départ de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Situation qui a pas mal changé de l'année dernière. L'année dernière, c'était sa première course par étape pour le Tour. Enfin, il y avait eu l'UAE Tour, mais il ne l'avait pas fini. Paul Sexas avait terminé dans le top 10 du Critérium du Dauphiné l'année dernière. Cette fois, Paul Sexas a abordé la course en tant que favori. Malheureusement, une chute samedi a réduit à néant tous ses espoirs. Il a tenu à finir l'étape de samedi au Grand Colombier, terminé 7ème, mais il a dû abandonner la dernière étape dimanche, trop brûlé, trop de dermabrasion, c'était un petit peu trop compliqué de tenir le guidon, et on sait que c'est important pour pédaler et aussi pour descendre. Euh, on va donc faire un petit peu Van Schip le... est pas d'accord, mais c'est pas Qui grave, ça? quoi. Van Schip est pas vraiment d'accord, il y a pas besoin de tenir le guidon. Mais les commissaires UCI sont pas d'accord avec Van Schip. Mais donc pour Paul Sexas, on va faire un petit peu le bilan de ce qu'on a pu voir et ce que ça peut laisser présager en vue du Tour de France. Déjà, avant sa chute, si on prend les 6 premières étapes jusqu'à l'arrivée à Crévolan, comment est-ce que vous avez trouvé Paul Sexas sur donc ces 6 premières étapes de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes? dans ce qu'on attendait de lui au niveau, parce que finalement, la seule étape où il se retrouve en montagne, parce que c'est la seule qu'il était je veux dire, en bon état, entre guillemets, c'est vendredi. C'est le vendredi, il finit dans la route del Toro, ils finissent tous les deux ensemble devant les autres. Donc, il était au niveau vendredi. Et le samedi, malgré sa chute et ses péripéties, il arrive quand même à faire une belle montée. Parce que bon, avec 7ème, c'est quand même assez exceptionnel vu l'état dans lequel il a fini et qu'il n'a pas pu finir dimanche. Oui, puis déjà on voit qu'il est arrivé, il est tombé du vélo, il n'arrivait plus à tenir debout, c'était assez impressionnant visuellement à voir. Paul Sexas après justement cette arrivée au Grand Colombier, vu tous les efforts qu'il avait dû fournir pendant la journée. Euh, Johan, qu'est-ce que tu dirais toi de Paul Sexas avant sa chute? Même au-delà de Crévolan, on l'a vu très très fort un peu partout. La première étape, il a 2 doigts de faire péter tout le peloton sur un faux plat en prenant le relais d'Ayuso. Il y a le contre-la-montre par équipe où il est très costaud, il roule fort pour son équipe, il monte fort à la dernière bosse finale. Enfin, on l'a senti très fort toute la semaine. Crévolan, c'était la confirmation du fait que bah oui, c'est le favori annoncé de la course. Euh, et que sans sa chute, probablement qu'au moins jusqu'au Grand Colombier, il aurait été dans les roues, dans les audes, au moins de Del Toro. Après qu'il ait pu suivre ou battre Del Toro sur les ondes, ça c'est une autre question, puisque la performance est quand même très très haute. Mais en tout cas, il était quand même au niveau où on l'attendait. Et,
le statut auquel on attendait et même le statut que le peloton lui a donné, puisque les autres vraiment étaient en mode bah c'est toi le patron, assume la course avec ton équipe. Oui, on l'a bien vu Euh, sur l'étape de vendredi, le Crévolant. Il a fallu que ça soit Decathlon qui se mette à bosser, sinon personne n'y allait. ce qui est presque étonnant parce qu'en soi, oui, il a gagné le Tour du Pays Basque, mais en fait, personne n'a aucune certitude sur le fait qu'il allait gagner le Dauphiné, vraiment. Enfin, il n'a pas encore la collection de courses par étapes enchaînées où tu dis bah oui, au départ, il Mhm. gagne. Personne n'était complètement sûr qu'il soit au-dessus des autres. Et malgré tout, il a quand même déjà une certaine aura dans le peloton pour pouvoir s'imposer comme le patron de la course. Plus que Del Toro d'ailleurs, hein, qui est lui abordé sur le côté plus modeste de je suis un coureur parmi les autres, je laisse les autres faire les efforts et c'est les autres équipes qui assument. Oui, c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose. Pas tout à fait la même approche de course et la même considération. Tu évoquais un petit peu, Johan, l'aspect équipe autour de Paul Sexas. Comment est-ce que vous avez trouvé dans l'ensemble l'équipe de Paul Sexas, la Décathlon CMA CGM cette semaine, ses équipiers sur ces étapes, sachant que et ils sont partis à 6 quasiment avec Mathieu Riccitello qui a quitté la course dès le premier jour. Mais son équipe était très très forte. Elle a répondu présente là où il fallait. La montre, il y a eu des gens qui étaient déçus, mais ça reste quand même un très beau contre-la-montre. Dans le haut des paniers des World Tour, ils sont pas pris une minute et quelques comme d'autres. Ils ont été au niveau. Oui, il y a Bissegger, il y a machin. Chaque jour, il y a un ou deux coureurs qui n'étaient pas forcément aussi forts, mais quand il a fallu être là, ils ont été là. Quand il a fallu faire une poursuite énorme sur le peloton, ils ont réussi à ramener Sexas. Léo Bizio fait une super semaine et effectivement, il y a Paricitello pour compléter un peu le train de Sexas là-dedans. Mais en tout cas, sur le côté, il y avait des discussions de est-ce qu'il faut qu'il parte avant le Dauphiné, est-ce qu'il faut qu'il parte dans une autre équipe pour avoir une équipe au niveau qui serait digne de lui, ces choses-là. Là, sur ce plan-là, l'équipe a complètement répondu présente de dire bah oui, on peut être là, on peut assumer la course tous les jours s'il faut, dans les galères, dans les difficultés, s'il faut se mettre à plat ventre, on peut le faire, on peut tenir un peloton, on peut tenir une course. Pour le coup, le bilan personnel de Sexa, c'est pas forcément très positif, mais le bilan collectif de l'équipe Decathlon sur le long terme est extrêmement positif. En termes de réussite, d'état d'esprit, de ce que ça montre aux autres équipes et de même eux, ce que ça va leur donner en termes de morale, de mentalité. Oui, parce qu'on voyait, après l'étape de samedi, Aurélien Paré-Peintre qui disait il y a beaucoup de monde qui critiquait, déjà après le chrono, hier, donc l'étape de Crévolant, soi-disant qu'on était un peu en dedans, mais aujourd'hui, donc l'étape de samedi, collectivement, revenir d'où on est revenu, c'est impressionnant. Donc il y a un peu ce côté, du côté des équipiers de Paul Sexas, il y en avait en tête les critiques qu'il y avait pu y avoir, et volonté de pouvoir dire, on est là. Il va falloir compter sur nous. Mickaël, toi, qu'est-ce que tu en penses déjà par rapport au fait qu'il y a eu des critiques, comme l'évoquait Aurélien Paré-Peintre, sur la façon dont tournait l'équipe et sur la réaction qu'il y a eu derrière, notamment sur cette étape de samedi qui était assez marquante. Bah, son équipe a été à la hauteur toute la semaine, parce que le contre-la-montre, on l'oublie, mais bon, ils font quand même 6e. Ils partent à 6. Ce Bissegger, qui est censé être l'élément moteur, et on n'a pas beaucoup vu. Donc en gros, ils font quasiment le contre-la-montre à 5, ils font 6e. C'est exceptionnel, entre guillemets, pour c'est vrai que des équipes françaises qui ne nous habituent pas spécialement à briller dans cet exercice, déjà. Je crois que j'ai vu, je crois que j'étais allé chercher la stat pendant Paris-Nice. La dernière fois qu'on a eu une équipe française qui remportait un contre-la-montre par équipe au niveau World Tour, c'était le Crédit Agricole au début du siècle. Ouais, c'est vrai qu'au Tour de France, à l'époque, ils étaient pas mal. Bon, après, c'était autre chose, hein. C'est pas ceux c'est pas les mêmes que maintenant. Et c'était pas des chronos de 20-30 bornes. Ouais, c'était au moins le double, ouais. Et vendredi, bah, il a fallu assumer la poursuite, bah, l'équipe était là. Et samedi, quand il a fallu le ramener parce qu'il a chuté, bah, l'équipe a su le ramener. Franchement, je vais être honnête, j'y croyais pas beaucoup. Quand j'ai eu 4-5 minutes de retard, je me dis, oh là là, ça va. Déjà, je me dis, est-ce qu'il il va finir déjà, est-ce qu'il va finir la course? Parce que je me suis dit, peut-être qu'il va peut-être être découragé, j'en sais rien. Bah non.
son équipe l'a ramené et il a sorti et comme je disais tout à l'heure, il a fait une montée très correcte vu l'état dans lequel il a fini après sa chute et on a bien vu le lendemain, il pouvait pas donner plus. Est-ce qu'au final, de ce Toro Auvergne Rhône-Alpes, on va surtout retenir que c'est une course qui a pu souder cette équipe Decathlon CMA CGM peut-être? Potentiellement, ça restera dans la, la légende narrative de Sexas, parce que là, là, c'est sûr qu'on va se taper un mois de la revanche de Sexas par les journalistes avant le Tour de France. Je pense que l'histoire va rester comme anecdote très forte de sa carrière et du coup de l'équipe. Et après, pour les coureurs, je pense que le staff, c'est important et aussi, par exemple, pour prendre quelque chose de différent, il y a Julien Jordi, qui était directeur sportif du coup sur la course et qui est un directeur sportif qui est souvent très critiqué. Au-delà de l'équipe, ça le réinstalle aussi sa place à lui dans l'équipe comme élément principal de l'équipe. Et pour lui notamment, je pense aussi que c'est important de se dire, bah, je suis capable de gérer leur situation, être capable d'accompagner un grand leader dans une situation compliquée. Et je pense que il y a pour lui les courses, c'est un moment où de légitimité qui est important. Michael, qu'est-ce que toi tu en dis y a- Qu'est-ce qu'on retient de ce Toro Auvergne Rhône-Alpes? Ça va être surtout le côté collectif pour la Décathlon? Oui, parce que on a vu qu'il avait une équipe qui est très solide, parce qu'il manquait en plus Richie Tello qui est censé être le meilleur grimpeur parmi ceux qui devaient l'accompagner cette semaine, qui finalement, en gros, il n'a pas couru, quoi. Donc, et l'équipe a répondu, elle fait corps autour de son leader, et aussi, on l'a bien senti, et c'est que j'ai bien aimé aussi sa conférence de presse du samedi après, où il a clairement dit, bon, en gros, limite, il m'aurait pas attendu, voilà, quoi, et j'aurais pas voulu parce que j'ai fait n'importe quoi, etc. En fait, sur ce Dauphiné, j'ai presque plus aimé sa conférence de presse du samedi plus que la course, parce que je me dis, le gars, il a 19 ans, il sort un discours pour dire, voilà, j'ai fait un vote, mon équipe, etc., je vais apprendre. Franchement, quand j'ai lu ça, j'étais assez impressionné par la maturité. On voit que, voilà, il sait qu'il est appelé à faire de très grandes choses, et il le sait qu'il faudra une équipe, et que son équipe, on sent, est prête à sacrifier aussi pour lui. Donc, franchement, malgré tout, ça restera quand même une très bonne expérience, enfin une très grande leçon, j'ai envie de dire, pour Sexas et son équipe. Oui, parce que c'est vrai que je voyais dans les interviews d'après-course, Aurélien Paré-Peintre, Nicolas Prodhomme notamment, disait en substance, il a seulement 19 ans, mais il se comporte comme un leader, comme un patron, c'est impressionnant, et aussi que ça fait du bien d'avoir un coureur qui s'est fédéré autour de lui, c'est ça aussi qui est important, et c'est quelque chose qu'on ressent pas mal, en effet, dans les déclarations de ses équipiers après la course. Et toute la réaction de Paul Sexas après l'étape du Grand Colombier, où il assume complètement et dit c'est ma faute et je suis désolé pour les coéquipiers, etc. Ça place un peu le bonhomme. Euh, Tant qu'on est un peu sur les réactions, j'avais noté encore autre chose d'Aurélien Paré-Peintre pour voir un peu par rapport à ce qu'on peut retenir de cette course. Et Paré-Peintre disait, pour moi, il n'y a que du positif dans tout ce qui s'est passé cette semaine. Il vaut mieux que ça nous arrive maintenant que dans 3 semaines, que ce soit sur le chrono où on est un peu en dessous de nos espérances, l'échappée de 60 ou samedi. Ce sont des scénarios dans lesquels on apprend et qui vont nous servir pour juillet. Comment est-ce que vous vous situez, vous? Est-ce que c'est plus le côté une course qui apporte beaucoup d'apprentissage pour Paul Sexas et la Decathlon CMA CGM, ou le côté oui, mais quand même Paul Sexas il a chuté, il a pas pu finir, et peut-être que ça peut avoir des répercussions sur le Tour de France. Vous vous situez comment? Ça, c'est un peu toujours l'apprentissage, c'est un peu toujours l'argument quand on a raté la course, hein, Ah, comme disait Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends, mais ouais, ouais, ouais. Non, mais alors,
faut prendre le positif dans ce qui s'est passé dans la course qu'ils ont fait. Après, le côté apprentissage, bon, sur le Tour de France, c'est pas eux qui vont assumer la course. Mhm. Donc, est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. Oui, c'est sûr qu'il n'y avait pas Pogacar, Pogacar et il est pas, Vingegaard. Pogacar, il est pas vieux, donc potentiellement, t'as encore 5, 6, 7 ans où ça sera lui qui assumera la course au Tour de France. Donc, c'est pas vraiment la même chose. Euh, AG2R, c'est pas une équipe non plus qui a jamais géré de classement général, qui a jamais géré ce genre de situation. Donc, est-ce que l'équipe a besoin d'apprendre ce genre de choses? Je suis pas sûr. Est-ce que pour Sexas, c'est important peut-être d'avoir un retour à l'humilité? Enfin, c'est très théorique, quoi, comme question, mais je ne sais pas, je suis même pas sûr. Donc, faut sortir le positif de toute cette histoire. Après, le côté apprentissage, c'est toujours un peu une volonté de surpositiver des choses qui ont pu se passer de manière négative. Je sais pas si c'est vraiment un truc qu'il faut prendre très très au sérieux dans des cas concrets. Mickaël, toi, tu te situes où entre ces deux aspects? Bon, vu qu'aujourd'hui on passe sur une vague positive, on va dire qu'on va retenir le positif. Voilà, parce que bon, après, il n'allait pas tout réussir tout le temps, Sexas, au bout d'un moment. Donc bon, au Non, mais c'est vrai que du moins, coup, c'est aussi le premier accro de sa carrière. C'est important de voir comment est-ce qu'il rebondit après ça. exactement. De toute façon, tout le monde à un moment donné, bon, sauf Pogacar, c'est trop ces derniers temps, connaît un moment, un Il a quand même échec. eu la Donc, chute à Liège. ouais. On peut bien, ouais. Faut bien un petit truc quand même, parce que sinon, bon, il en laisse pas beaucoup. C'est Mais vrai. non, voilà, moi je reste sur le côté positif, voilà. C'est l'apprentissage. Bon, il a jamais que 19 ans, hein. Ah oui, c'est sûr. Bon, ça fait pas de mal de le rappeler. Il est tellement fort qu'on en oublie qu'il a que 19 ans et demi, que c'est que sa deuxième année pro et que à son âge, il y a des coureurs qui font le Giro Espoir actuellement. Donc c'est assez impressionnant et ça permet de remettre un petit peu les choses en perspective. Après aussi, si on regarde par rapport au Tour de France, puisque évidemment, Paul Saxas était venu sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes en vue du Tour de France, c'était sa course de préparation, puisqu'après, de ce qui était prévu, c'était qu'il parte en stage en altitude pour faire un rappel d'altitude, pas de descente pour venir participer au championnat de France dans ce qui était prévu, et se préparer complètement en vue de son premier Tour de France. Est-ce que la chute de samedi et l'abandon dimanche, ça peut être un motif d'inquiétude ou pas en vue du Tour de France selon vous? Alors ça peut. Il y a toujours la question de comment il récupère de ses blessures. Après, à partir du moment où il a pas prévu de faire d'autres courses, tu peux aller faire du home trainer en altitude, ça n'empêche pas, hein. Mhm. Tu peux faire des chambres hypoxie, enfin tu peux faire tout un tas de choses. C'est pas forcément gênant. Il y a beaucoup d'histoires justement de coureurs qui ont chuté, qui ont abandonné des courses avant la fin et qui ont évité de se cramer, garder du jus et pouvoir gérer un peu une approche un peu plus en fraîcheur d'une grande course qui arrivait après. C'est assez courant comme histoire, donc c'est pas forcément gênant pour un corps qui est déjà préparé, qui est déjà un très haut niveau d'avoir une approche un peu plus soft ou un peu différée. De toute façon, il vient pas. Il vient théoriquement pour faire le meilleur résultat possible, donc théoriquement pour gagner le Tour de France, mais on s'attend pas forcément à ce qu'il. Enfin, les attentes qui sont très hautes chez certains, mais on s'attend pas forcément à ce qu'il vienne pour gagner le Tour de France, même s'il fait cinquième, c'est Ça pas serait un grave, peu haut la quoi. victoire en effet, mais Mais voilà. après c'est vrai que peut-être Je veux dans dire, un même, sens ça peut peut-être lui enlever un chouïa de pression de dire dans le récit médiatique en tout cas de dire bah il y a 3 semaines il a chuté, il a pas fini le Dauphiné. parce que là, imaginons, pour le coup, un point positif, qui sont très réels, imaginer, il vient le Tour de France, il vient de gagner le Dauphiné, il arrive au Tour de France. Euh, ça serait lourd après ce qui arrive derrière. Là, il retourne sur le côté jeune coureur, outsider, un peu où on n'est pas complètement sûr de ce qu'il va donner, ce qui en soi est pas forcément un mal, ce qui pourrait inciter son équipe à remettre Olaf Koy, parce que pour éviter de tout remettre sur lui Mhm. sans que ça soit forcément utile, parce que c'est pas lui qui va contrôler la montagne. Oui, puis on a vu Euh, cette semaine que Decathlon, en dehors de la montagne, ça se monte pas trop. Hein, ça reste beaucoup groupé autour de Paul Sexas. donc c'est pas forcément gênant pour le Tour de France. Après,
pas forcément la préparation idéale, mais c'est toujours surtout aussi jeune, c'est toujours un pari, le côté préparation idéale. Euh, c'est la première fois qu'il fait le tour, c'est la première fois qu'il prépare le tour. Est-ce que vraiment ça aurait été le meilleur moyen d'aborder la course, qui serait pas arrivé un peu trop costaud et qu'il aurait eu un peu de mal à finir? Enfin, il y a plein de questions qui sont à voir sur le fil de sa carrière aussi. Donc, Mickaël, toi de ton côté, est-ce que ça peut être un motif d'inquiétude plus ou moins relative par rapport au Tour de France ou pas concernant Paul Sexas, le fait qu'il ait chuté et qu'il n'ait donc pas pu finir ce Tour Auvergne-Rhône-Alpin? À vrai dire, c'est que tout dépend de la nature de ses blessures. Si ça passe en 2-3 jours, je vais vous dire, je pense pas que c'est ça qui va le perturber plus que ça. Moi, tout dépend effectivement pour moi de l'état dans lequel il a fini la course dimanche. Est-ce que juste avec quelques jours de repos, ça passe et puis voilà, est-ce que c'est plus grave? Bon, de toute façon, s'il se présente au Tour de France, qu'on espère quand même tous, de toute façon, il aura quand même la pression parce que bon, mis à part Paul Sexas, bon, peut viser le classement général? Bon, Vauclin a rassuré personne et à partir de là, Oui. bah voilà. donc, de toute façon, il se présente, sous les yeux, tout sera braqué sur lui de toute façon. N'oubliez pas le top 10 de Guillaume Martin, attention. Mais après, c'est vrai que... Alors, j'ai envie de dire que c'est un petit peu le fil directeur de ce podcast, mais dans l'idée de positiver, est-ce que finalement le fait qu'il ait eu son premier accro, là comme ça, juste avant de participer à son premier Tour de France, est-ce que ça peut pas être limite un mal pour un bien? En cherchant à positiver, bien sûr, parce que forcément ça aurait été mieux qu'il ne chute pas. Mais que ça soit un mal pour un bien de dire, ok, bon bah, j'ai été confronté à des difficultés, j'ai su m'adapter, j'ai su rebondir, et au Tour de France, c'est pas lui qui va foutre des claques à Pogacar et Vingegaard. Ça, on l'imagine. c'est une bonne chose que ça arrive maintenant et que ça arrive pas plus tard dans sa carrière aussi. Oui. Dans une époque où il avait peut-être plus de pression ou une approche un peu différente. Là, ça semble être le bon moment pour que ça tombe par rapport à son équipe qui est en train de se construire, par rapport à lui qui est en train de se construire. C'est sans doute le meilleur moment peut-être pour que ça arrive. Michael? Oui, on va dire que quitte à ce que ça arrive, autant que ça arrive avant le Tour de France, effectivement. Et que ça soit pas trop grave aussi. Hein. Si c'est que des brûlures sur tous les bras, les mains, ça devrait avoir le temps de se remettre d'ici le Tour de France. C'est pas comme Oscar Onley qui s'est explosé l'épaule en chutant de 5 mètres. Qui lui, Oscar Onley ne devrait pas logiquement être au départ du Tour de France. Bon, voilà. En tout cas, pour Paul Sexas, on va finir sur ces motifs, sur ces motifs d'espoir. Pour terminer ce podcast, bon, je veux pas forcément vous lancer sur des pronostics sur les courses à venir. Hein. On a le Tour de Suisse avec Tadej Pogacar. Bonne indication du vainqueur. On a le Tour de Slovénie avec Red Bull Boransgreux qui envoie Florian Lipovic et Giulio Pellizzari face à Camille Bonneux. Voilà. Par contre, sur le Tour de Suisse féminin, là, ça va être très intéressant. On en parlait un petit peu avant de préparer le podcast. Là, il devrait se passer des trucs intéressants. Il y a pas mal de gros noms qui sont au départ. Demi Vollering, Marlène Reusser, Katarzyna Niewiadoma, etc. Et puis je rajoute aussi, je sais pas, David Gaudu qui sera sur la route d'Occitanie. Allez, ça fait partie des petites courses qui vont être intéressantes à suivre. Je sais pas si parmi tout ça, vous avez envie de sortir un pronostic. Johan aime bien nous sortir des trucs un petit peu originaux de temps à autre. Voilà pour terminer ce podcast. Une inspiration, messieurs? Le top 5 de Niewiadoma sur le Tour de Suisse, évidemment. Ah, tu prends pas de risque là. On dirait un pronostic à dire, oh bah Pogacar, oui, il va gagner le Tour de France. Bon, très bien. Oui, c'est vrai que celui-là, c'est pas le plus risqué. Non, mais voilà. Ça le top 5 de Pulse sur l'Occitanie, voilà. Quitte à partir dans top 5 de quoi. qui? De Woodpulse. Woodpulse. Ah, voilà, pour le... Woodpulse, oui, c'est plus ça que j'ai fait pour la prononciation. Le Tour de Suisse, c'est pas spécialement n'importe quoi. Hein. Non, mais l'Occitanie, pour le coup, le parcours est intéressant vu qu'il n'y a pas d'arrivée au sommet et que c'est plus des étapes un peu ouvertes à un peloton où tu as des côtes près de l'arrivée ou des cols qui sont à 20-30 bornes de l'arrivée. Donc, t'as Piganzoli qui est un peu côté favori vu son Giro, mais ça peut être
Et puis tu peux avoir des vainqueurs un peu surprises, un peu surprenants. Et on notera aussi dans la première étape, la dernière côte, c'est la côte de Fiac, hein, littéralement la côte du cul. Mais Ouais. Et ben, j'espère qu'elle va pas faire trop mal aux fesses, hein, cette ascension. Voilà, c'est tout. mais Tu m'as tendu la ouais. perche. Oui, oui, oui. Bon voilà, en tout cas pour ces courses à venir. Là, je parle juste de la semaine qui vient, sachant on a aussi les championnats de France qui arriveront dans 2 semaines à la Tour du Pin, un parcours difficile. Bon, forcément, on est un peu tôt pour savoir qui viendra vraiment, qui viendra pas. Kevin Vauquelin, par exemple, est annoncé pour venir, alors qu'un Paul Sexas, c'est pas prévu qu'il fasse le déplacement. Même si la Tour du Pin, ça devrait pas être trop loin des Alpes pour faire pour sa préparation, mais autant ne pas Là, descendre d'altitude. En tout cas, c'est sa réflexion. C'est entre chez lui et c'est entre chez parents et son stage, hein. Vraiment, il aurait pu faire. C'est 1h30 de route depuis je sais pas où il sera dans les Alpes, mais vraiment Mais l'effort était minimal, hein. oui, c'est pas comme si c'était un championnat de France tout plat en Bretagne. Là, on aurait encore plus facilement compris. Mais bon, en tout cas, Bah, ça promet une du coup, course intéressante. c'est presque étonnant qu'ils viennent pas faire le chrono, parce qu'en termes de déplacement, c'est assez court et pour le coup, enfin, tu descends en vallée, t'entraîner au chrono de toute façon, donc autant tu fous de toute façon un championnat de France au milieu et puis ça passait, hein. Oui, puis un petit maillot distinctif, on va pas cracher dessus. Mm. Bon voilà, en tout cas, bon, on aura le temps de revenir, de faire des pronostics sur les réseaux sociaux, sur le forum, ces championnats de France qui arrivent dans 2 semaines, et pas que les championnats de France d'ailleurs, hein, pour ceux qui ont envie de suivre les championnats nationaux dans les autres pays, il y aura encore pas mal de choses intéressantes, on verra quelles seront les surprises de ces championnats. Mais c'est le championnat de France, c'est quand même le meilleur championnat de tous les championnats. Même sans chauvinisme, c'est quand même la grande course des championnats toutes les années. Ouais, bah, c'est sûr que quand on voit le Sweat Club qui fait un coup magistral sur le championnat d'Italie à côté l'année dernière, il faut se mouiller la nuque. Mais on aura de quoi se régaler encore sur notre championnat de France, chez les hommes et chez les femmes. On va pas oublier les femmes, d'ailleurs, bien évidemment. Ben voilà, écoutez, avec tout ça, on va arriver au terme de ce podcast. Merci beaucoup, Johan et Mickaël. On va réussir à finir mieux que Liam Slock sur le Grand Prix Gippingen. On se retrouvera dans 2 semaines pour le prochain podcast. On se retrouvera pour la présentation du Tour de France. Là, le grand moment que tout le monde attend, la sauce va continuer de monter petit à petit. Le Tour qui partira de Barcelone, on le rappelle, pour ceux qui auraient passé les 6 derniers mois dans une grotte. Donc merci beaucoup, Johan et Mickaël, de m'avoir accompagné aujourd'hui. Et en attendant le prochain podcast Chasse Patate, donc dans 2 semaines, eh bien, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Blue Sky. Merci beaucoup à toutes et à tous, et à bientôt dans Chasse Patate!